Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, débat, chronique, reportage, expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 1er décembre. C'est une semaine cruciale pour l'avenir de la sécurité sociale et de la réforme des retraites. Le budget de la Sécu revient devant les députés demain et le Premier ministre recevait les élus socialistes à Matignon aujourd'hui avant tous les autres partis politiques. Un compromis est-il encore possible? Sébastien Lecornu va-t-il revenir sur sa promesse de ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est un zoom sur la politique anti-immigration de Donald Trump que je vous propose. Elle tient en 3 lettres. ICE pour Immigration and Customs Enforcement, une police au look paramilitaire. Ils ciblent des gens sans aucune procédure légale, sans mandat judiciaire, sans aucune justification. Ils enlèvent simplement des personnes de nos rues sans raison. Ce sont nos voisins. Après l'attaque de 2 membres de la garde nationale par un suspect afghan, le président américain serre encore la vis. Il veut suspendre définitivement l'immigration en provenance des pays du tiers-monde. Quelles sont les méthodes de ces policiers souvent masqués de l'ICE? Sont-ils soutenus par une majorité d'Américains? Quelles sont les conséquences économiques de cette politique? Réponse dans 3 quarts d'heure sur ce thème, mais aussi sur l'actualité politique française. J'attends vos réactions grâce à ce QR code. Vous avez l'habitude maintenant avec, pour commencer, le balai des consultations qui reprend à Matignon, Parti socialiste en tête avec le 49.3 dans tous les esprits. Céline Schmitt. Sorti par la porte, reviendra-t-il par la fenêtre? Le 49.3, dont l'usage a été écarté par Sébastien Lecornu pour éviter la censure à gauche de son gouvernement, est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Serait-il la solution alors que le Sénat a voté mardi dernier contre la suspension de la réforme des retraites, resserrant un peu plus la voie de passage vers un compromis? C'est en tout cas ce que certains sénateurs pensent dans les rangs des LR. Je connais ce discours sur le compromis, mais excusez-moi, sur un certain nombre de sujets, le clivage gauche-droite, il existe. Le président Macron a voulu l'enjamber, le dépasser. Il n'y est pas arrivé. La Constitution est faite pour donner de la durée, de la stabilité au pays et à l'exécutif. Il est incompréhensible que le Premier ministre se prive de ce qui est constitutionnel. De son côté, le Premier ministre poursuit sa méthode et veut croire au compromis. À l'issue de 2 heures de discussion avec Sébastien Lecornu, les sénateurs socialistes ne croient pas pour l'heure au retour du 49.3. Ils saluent plutôt des progrès et veulent croire qu'un chemin est possible. On était vraiment dans la discussion, à bâton rompu. Et je crois que voilà, il y a une vraie transparence, une exigence aussi de la part du Premier ministre. Il nous a écoutés. J'ai le sentiment qu'on a été entendu. Maintenant, il y a un certain nombre de lignes rouges que nous avons fixées. Charge au gouvernement de revenir vers nous pour pouvoir avancer. L'objectif d'Olivier Faure, que le financement de la sécurité sociale se fasse au bénéfice de ceux qui ont le moins de moyens, mais aussi éviter le chiffre de 30 milliards d'euros de déficit en 2026 si le PLFSS n'était pas voté. À droite, une partie des LR souhaite aussi croire au compromis. Est-ce qu'on peut continuer dans notre démocratie à débattre? Parce que, à force de vouloir avoir le résultat avant même d'avoir joué le match, et si vous voulez, on perd aussi nos concitoyens. Donc nous, on pose un certain nombre de priorités. On les pose calmement, on débat calmement les uns les autres. Alors un compromis est-il possible? Le 9 décembre, l'Assemblée nationale votera à nouveau le budget de la sécurité sociale. Le Sénat, quant à lui, se prononcera le 15 décembre sur le projet de loi de finances. Et c'est donc le retour en grâce de l'article 49.3 de la Constitution. Avec cette question, va-t-il sauver la suspension de la réforme des retraites? Et par la même occasion, le Premier ministre. On en débat avec Jean Garrigue. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous publiez Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent. C'est aux éditions Odile Jacob. Sophie Coignard, bonsoir. Bienvenue bonsoir. Sophie, vous êtes journaliste au Point et vous publiez Arbres en danger, enquête sur un carnage végétal. C'est aux éditions Très Daniel. Thibaut Mullier, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Nanterre. Et Anne-Charlène Buzina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public, comme tous les lundis. On va évidemment longuement parler de l'article 49.3 dans ce débat, mais je voudrais commencer quand même sur ce budget de la sécurité sociale, là, qui va être vraiment au cœur de l'actualité cette semaine. Jean Garrigue, avec un Premier ministre qui continue de négocier d'abord avec la gauche. Est-ce qu'il a raison stratégiquement ? Oui, je pense que pour l'instant, il a encore raison. Ouais. Non, mais on savait très bien que le Sénat retoquerait le projet voté, non voté d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, que pour la majorité sénatoriale, la suspension de la réforme des retraites était inacceptable. Et donc, on voit bien que Sébastien Lecornu essaye éventuellement de pouvoir éviter ce recours au 49.3 qui semble aujourd'hui, au contraire, réclamé par les socialistes, en tout cas par une partie des socialistes. Ouais. Je crois que les choses sont quand même plus complexes que ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, j'allais dire, un dernier tour dans la négociation pour que les socialistes essaient d'arracher encore 2 ou 3 petites concessions de la part du Premier ministre. Donc, pour l'instant, c'est là que ça se passe. Pour l'instant, ça se joue à gauche. Ça se joue plutôt à gauche. Ok. Sophie Coignard, vous avez rencontré, évidemment, dans le cadre de vos enquêtes, de votre métier de journaliste pour Le Point, Sébastien Lecornu à de nombreuses reprises. Et dans quelle catégorie d'animal politique ou dans quelle case, si on aime bien mettre les gens dans des cases dans ce pays, où est-ce que vous le placez ? D'abord, on ne peut pas nier qu'il adore la politique, ça c'est vrai. Et j'hésite entre 2 catégories qui sont évidemment inconciliables. Soit c'est un gros naïf, soit c'est un petit malin, ou même un gros malin. Ok. Et à l'instant T, jusqu'à présent, je pensais plutôt que c'était un gros malin. Ensuite, effectivement, je me suis dit peut-être que cette foi dans le compromis est un peu exagérée, peut-être un peu une fraîcheur excessive, disons. Et puis, je me dis, après tout, laissons sa chance au produit, peut-être que ça peut marcher. Oui. Non, mais sincèrement, on n'en sait rien. En tout cas, c'est un spécimen... dans la grande lassitude que toute la France a à l'égard de ce politique circus, il incarne au moins un personnage qu'on n'avait pas encore vu. Est-ce qu'il vous a surpris d'une certaine façon depuis qu'il est à Matignon dans sa façon de piloter là ces négociations, ces discussions et ces budgets? On rappelle qu'il y a à la fois la Sécu et le budget de l'État. Bien sûr. Alors oui, bien sûr. Enfin, oui, je l'ai trouvé quand même d'une grande habileté jusqu'à présent. Il a réussi à ne se fâcher avec personne. Il arrive à mettre, comment dirais-je, à mettre quand même en avant quelques ministres. Je pense notamment à la ministre des Comptes publics, des Comptes et de l'Action publique, Amélie de Montchalin. C'est vraiment lui qui la met en avant. Et cette, comment dirais-je, alors effectivement, dans sa rouerie, il y a 2 ou 3 trucs qu'on trouve un peu gros, genre le marché avec les poireaux qui dépassent du cabas pour faire peuple. Bon, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un calcul de com très, très fin. On voudrait goûter la fondue de poireaux. Hein, oui, absolument. Tout à fait. Oui. Mais en même temps, il est vrai que jusqu'à présent, il tient. Oui. Et que les socialistes restent accrochés avec on en reparlera peut-être, avec ce truc grotesque et insupportable des lignes rouges qui est vraiment pas possible, mais il arrive à accrocher tout le monde sans, pour l'instant, décrocher la droite. Oui, pas complètement la décrocher, on est d'accord. Mais on va continuer d'en débattre évidemment longuement dans cette émission. Vous parlez des socialistes, qui étaient donc, je l'ai dit en titre, reçus prioritairement, et ce n'est pas un hasard, à Matignon aujourd'hui. On va écouter Olivier Faure à la sortie de ce rendez-vous. Il y a un moment de responsabilité pour chacune et pour chacun, un moment que nous avons toujours engagé avec sincérité, avec un seul objectif, faire en sorte que ce projet de loi de financement
la sécurité sociale se fasse au bénéfice de celles et ceux qui ont le moins de moyens et qu'on n'ait pas cette année blanche qui est une année noire pour les classes populaires, pour la classe moyenne. Et donc, nous avons fait le tour d'horizon ligne par ligne avec le gouvernement. Nous pouvons dire que nous progressons, que nous sommes dans une approche qui peut permettre d'aboutir à un compromis. Nous n'en sommes pas encore là. Thibault Bullier, votre avis sur ce temps politique là quand même particulier qu'on est en train de vivre, pourquoi le compromis fonctionnerait cette fois-ci alors qu'il n'a pas marché les fois précédentes et qu'on s'est retrouvé avec un budget finalement retoqué par tous les députés ou presque à une voix près? Bon, déjà là, on est quand même sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et c'est assez notable le capital temps investi sur une loi qui n'est pas du tout inutile, mais qui n'a pas la même portée ni politique, enfin politiquement on peut le discuter, mais juridique, qu'un projet de loi de finances. Il faudra voir si, parce que le temps sera encore plus compté, si le niveau d'investissement et de recherche de compromis sera le même. Parce qu'il y a en préambule, si j'ose dire, il y a la suspension de la réforme des retraites qui est adossée à ce projet de loi. Il y a des éléments très symboliques qui sont assez notables. Ensuite, bon, j'ai toujours été très mauvais en paris. Et j'aurais pas dit il y a 4, 6, 8 semaines, après l'annonce tonitruante que le 49.3 serait suspendu, en tout cas qu'on ne l'utiliserait pas, qu'il reviendrait par la fenêtre. Je crois que ça a été dans la formule de votre chronique. Ça montre quand même deux choses. La première, c'est que quand on est dans une situation de crise, alors qui n'est pas aiguë, hein, elle était peut-être il y a quelques semaines et elle le sera sans doute dans quelques semaines à nouveau, s'il n'y a pas de budget bien sûr, mais dans un contexte de crise, finalement les secteurs gouvernementaux, parlementaires, opposition, majorité et les interdépendances qu'il y a notamment entre le gouvernement et la majorité sont très identifiées sous la Ve République, classiquement. Et là, tout est à reconstruire, ou en tout cas les anciennes interdépendances sont beaucoup plus distantes ou diluées, et on essaie d'en recréer de nouvelles. Et là, j'ai l'impression qu'ils essaient toujours de tenter qu'une sorte de « on va peut-être y arriver ». Alors, pas avec un excès de naïveté non plus. Hein. Les socialistes en off, quand on lit vos confrères de la presse écrite, disent plutôt qu'ils ne veulent pas endosser la responsabilité d'un échec sur le vote du PLFSS. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent non plus endosser un vote positif, on va soutenir. C'est pour ça que finalement, le 49 alinéa 3 revient parce que faute de mieux. Alors, ça montre un certain... Enfin, je trouve que ça peut décrédibiliser la parole publique quand même. On va y revenir vraiment en longueur sur le 49.3, mais avant ça, encore une fois, Jean Garry, il y a quand même un souci, notamment pour les socialistes, mais pas seulement, c'est qu'ils ont en face d'eux un Premier ministre. Là, ce qui s'est passé à Matignon, on imagine, on a entendu Olivier Faure dire, on a discuté ligne par ligne, etc. Sauf que Sébastien Lecornu, il ne tient pas sa majorité, je ne sais même pas le bon terme, son bloc. C'est trop. Vous avez raison. Plein de guillemets autour du mot bloc, hein, parce que c'est heureusement qu'on ne construit pas nos immeubles avec ces blocs-là. C'est quand même un vrai problème. Ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Il engage qui, Sébastien Lecornu, dans ces discussions voilà, c'est tout le problème, parce qu'on a bien vu sur des votes précédents qu'il n'avait pas de majorité et que le MoDem était hésitant, que les Renaissance étaient divisées, que du côté des LR, c'était encore plus tangent. Donc, franchement, pour l'instant, il n'y a pas de socle commun. Ce qu'on a appelé le socle commun, aujourd'hui, il ne tient pas véritablement. Mais je pense aussi que ce qui soude, malgré tout, cet ensemble, socle commun, Parti socialiste, c'est qu'ils n'ont pas intérêt tout simplement à une dissolution. La dissolution, d'abord, maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard, la dissolution. Ça viendrait percuter les élections municipales. Les élections municipales. Vous aurez noté qu'on est déjà en campagne pour les municipales. Les LFI a lancé sa campagne. Le Rassemblement national va la lancer. Tout le monde est parti. Les socialistes négocient déjà des villes avec les écologistes, enfin des candidatures. Donc, on est parti sur les municipales. Personne n'a intérêt à venir percuter. Vous aurez noté aussi d'ailleurs qu'on n'entend plus du côté des LFI destitution, démission. On n'entend plus même le terme de dissolution dans la bouche des dirigeants du Rassemblement national, en tout cas à bas bruit. Donc tout ça montre qu'il y a une sorte de résignation, en tout cas de direction vers une solution parlementaire. Alors quelle sera-t-elle ? Beaucoup pensent maintenant au 49 alinéa 3
Et il y en a d'autres qui seraient sans doute moins positives. Mais on voit bien que quelque chose, là, aujourd'hui, a changé du fait du temps qui s'est écoulé, du fait des négociations qui se sont menées. C'est assez intéressant, quand même, malgré tout, parce qu'on a beaucoup dit que cette culture du compromis, de la négociation, était impossible, était quelque chose qu'on ne pouvait pas réaliser sous la Ve. Malgré tout, ces fameuses tractations-là, que certains appellent des tambouilles ou des magouilles, malgré tout, elles existent. Et on voit qu'elles vont peut-être arriver à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir. Alors, qui l'engage, à mon avis, personne d'autre que lui. Mais c'est justement aussi peut-être un élément positif pour lui. C'est-à-dire que plus personne n'en veut de ce budget de la sécurité sociale, plus personne n'en veut de ce budget non plus, et plus personne ne s'en reconnaît finalement complètement l'origine. Le Sénat le déconstruit, l'Assemblée nationale le reconstruit, le Premier ministre revient, l'Assemblée repart, et donc on voit bien qu'on est dans une dilution totale des responsabilités, mais il y a quand même un seul élément constitutionnel et certain, c'est le délai. Donc au bout d'un moment, tout le monde va être obligé de se réveiller avant le 23 décembre à dire bon, quelque chose va devoir exister, et ça c'est le Premier ministre qui garde la main. Donc au fond, l'idée qu'il y ait une forme de dilution des responsabilités avec lui qui soit le seul chef du bateau, c'est très 5e République ça, et ça revient un petit peu à mon avis à la question de l'animal politique qu'il est, c'est le scorpion. Vous connaissez cette fable du scorpion et de la grenouille finalement, c'est-à-dire que bon bah je te transporte au-delà de la rivière, mais je te pique quand même. Donc voilà, peut-être que c'est le scorpion politique qu'on n'attendait pas. Deux questions alors qui appellent des réponses très pédagogiques. Francis de Cannes qui nous demande pourquoi le budget de la Sécu revient encore en débat. Ils n'ont pas déjà refusé de voter ce texte. C'est sûr qu'on peut se poser la question. Alexandra qui nous écrit de Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi le risque si ce budget n'est pas voté? Le pays continue normalement ou on est dans le mur? Un mot là-dessus peut-être, Thibault Mullier. Alors sur la première question, pourquoi il revient? Parce qu'on est dans un bicamérisme, c'est-à-dire que les deux chambres doivent voter en principe dans les mêmes termes tout projet ou proposition de loi. Et de fait, le désaccord entre les deux conduit à ce que le ping-pong se fait, si je puis dire, entre une chambre et une autre, avec une particularité, c'est que le Premier ministre notamment peut décider du fait, par exemple, de l'échec de la commission mixte paritaire, eh bien que le Sénat, au bout d'un moment, n'ait plus à se prononcer et que le dernier mot, c'est la formule, eh bien, revienne à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle pourrait statuer définitivement. Ce qui poserait une question, parce que là, on est en nouvelle lecture, donc ça veut dire que les deux chambres vont se prononcer sur le PLFSS, et que s'il y a un désaccord, ce qui est fort probable, alors à ce moment-là, on pourra à nouveau... Enfin, pas à nouveau, le Premier ministre pourra demander le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et si vous faites un 49.3, vous le faites maintenant, en dernière lecture, 2 fois, ça va être périlleux. Et alors, sur le risque d'un budget qui n'est pas voté, alors là, on est plutôt sur le budget de l'État. Oui, là, c'est plutôt le budget de l'État. Eh bien, si on n'a pas de budget de l'État, on ne peut pas financer les services publics en principe. Parce qu'on a une date butoir, c'est la vraie date butoir, c'est le 31 décembre, c'est un principe d'annualité. Tous les ans, les représentants du souverain doivent consentir à l'impôt. Il y a un an mais on a des voies, on a différentes voies qui permettent, dans notre pays, eh bien, de s'en sortir, si je puis dire, temporairement ou définitivement, enfin sur un an. Définitivement, c'est les fameuses ordonnances. Temporairement, mais des fois le temporairement peut durer un an, enfin, on pourrait l'envisager, c'est la fameuse loi spéciale qu'on a utilisée l'an dernier. Alors, le 49.3, on a commencé à en parler évidemment les uns et les autres, mais on entend de plus en plus de voix politiques suggérer au Premier ministre de revenir sur ce renoncement à l'article 49.3 qui permet, je vous rappelle, d'adopter un projet de loi sans vote ni débat, mais en engageant la responsabilité de son gouvernement. Alors, c'était intéressant ce matin, c'était sur France 2, le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui était l'invité, il dit « écoutez, non, c'est trop tôt pour en parler du 49.3 ». Ne pas avoir recours au 49.3, c'est pas écrire la fin du film avant qu'il soit joué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne l'emploierez pas. Chacun doit prendre ses responsabilités et effectivement négocier de manière à trouver un compromis. Si vous dites 49.3, au fond, vous déresponsabilisez tout le monde. Donc pas de 49.3, on est tous responsables, on fait tous des pas les uns vers les autres qui permettent in fine de faire du compromis. Ça se fait dans tous les pays du monde et moi je suis intimement persuadé aujourd'hui, parce qu'il y a une majorité de députés qui le veulent, que c'est possible. Bon, malgré les propos du ministre de l'économie, Sophie Coignard, est-ce que vous dites que le scénario il est un peu écrit d'avance vers le 49.3 ou pas? D'ailleurs, est-ce que... Enfin,
moi, je trouve qu'il est assez loin du arrière Satan sur le 49.3, là, quand il s'exprime. Il prend quand même beaucoup de précautions. Alors, évidemment, le retour du 49.3, je parle en termes politiques, je laisse aux constitutionnalistes le loisir de décrypter ça en matière juridique. Mais politiquement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les socialistes se retrouvent quand même dans une posture un peu problématique. C'est-à-dire que c'était quand même, souvenez-vous, leur première revendication. Bien. Et il faut bien reconnaître que ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas été mis en garde, notamment par les grands anciens. Je pense notamment à Lionel Jospin, qui avait dit publiquement, je crois que c'est au micro de France Inter il y a quelques mois, que vraiment la pire bêtise à faire, c'était de réclamer le non-usage du 49.3. Il expliquait ça très bien. Il disait, voilà, vous êtes dans l'opposition. Vous voulez néanmoins, puisqu'on est en majorité relative, vous voulez néanmoins instaurer des compromis, discuter, etc. Eh bien, le 49.3 vous permet de ne pas voter la motion de censure qui va suivre. Mais vous restez dans l'opposition. Il n'y a pas de confusion politique. Tandis que si vous demandez qu'il n'y ait pas de 49.3. Là, il y a un vrai budget qu'il faut voter. On l'a vu sur le volet, sur le premier volet du projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans l'opposition, mais vous allez voter pour un texte budgétaire. Or, voter pour un texte budgétaire me semble être politiquement un des signes, des symptômes les plus évidents qu'on appartient à la majorité, qui gouverne, à la majorité gouvernante. Donc là, les socialistes se sont mis tout seuls, me semble-t-il, dans un fort mauvais pas. Et encore une fois, ils s'y sont mis d'autant plus bêtement, à mon avis, qu'ils avaient été prévenus par quelques voix qui comptent à gauche. Il y a celle de Lionel Jospin, il y a celle aussi de... Je reviens vers vous, tout le monde va vouloir prendre la parole. Il y a celle de François Hollande un peu plus tardivement, sauf que vous le disiez tout à l'heure, il y a encore, tout le monde n'est pas d'accord au sein du PS pour dire ça va être l'heure du 49. Non, il y a plusieurs lignes, parce que ça dépend beaucoup aussi de la pression exercée à gauche par la France insoumise, des réactions des électeurs. C'est fondamental. Tout se fait par rapport à ça en réalité. Et donc l'idée, effectivement, l'idée que le 49.3, le 49 alinéa 3, permet aux socialistes de se distinguer, de se détacher de ce lien qui serait de voter un budget avec les... Ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce qui se passerait ? On le rappelle, il y aurait le Premier ministre qui engagerait la responsabilité de son gouvernement, et là, il pourrait simplement s'abstenir de voter la motion de censure. Et d'ailleurs, ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une dissolution, je répète, parce que s'il y a des élections ensuite, ils seront perdants, comme le Bloc central d'ailleurs, mais ils seront perdants eux aussi, à coup sûr. Donc, ils n'ont pas intérêt à ça, mais il y a quand même une partie des députés socialistes qui pensent que, par rapport au peuple de gauche, s'abstenir comme ça, se défausser, ça n'est pas la bonne attitude. Moi, je pense fondamentalement, et d'ailleurs, c'est ce vieux renard qu'est François Hollande qui le propose, qui le suggère. Le 49.3 me paraît, dans l'état actuel des choses, la meilleure solution pour eux, parce que ça leur permet de ne pas être solidaires du gouvernement et en même temps de sauvegarder quand même ce qui est très important, la suspension, la réforme des retraites. Depuis tout à l'heure, je vois Thibaut Mullier hocher la tête. Vous êtes manifestement pas d'accord, je vais vous donner la parole. Sophie, ensuite Anne-Charlène et après Thibaut. Le 49.3, me semble-t-il, quand le Premier ministre sort le joker du 49.3, il n'est même pas question d'abstention. C'est-à-dire que les socialistes, dans ces cas-là, ne voteraient pas le budget, puisqu'il n'y a pas de vote. Donc, c'est même pas une abstention, ils se tiennent encore plus à distance que ça. Et ensuite, mais la motion de censure, il n'y a pas d'abstention dans la motion de censure. Soit vous allez la voter, soit vous ne faites rien. Ah oui, vous pouvez ne pas y aller, oui. Enfin voilà, on ne vote pas contre une motion de censure. En réalité, on ne décompte, on ne vient voter personnellement dans l'urne à la séance que quand on veut démettre le gouvernement et tous les autres n'ont pas à se prononcer, qui de facto admettent que le budget passera, mais n'ont jamais à voter. Mais c'est pas le même engagement politique. C'est pas du tout le même engagement. C'est un engagement qui me paraît encore plus faible, c'est ça que je voulais dire, que l'abstention. Voilà. Oui, effectivement. Anne-Charlène. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord,
un élément de la réforme constitutionnelle de 2008 qui finalement n'a pas été adopté mais qui avait été discuté, de considérer que faisaient forcément partie de la majorité tous ceux qui votaient les budgets. Donc ça prouve à quel point c'est quelque chose de structurant aussi dans le régime parlementaire britannique. Donc attention à ce message politique. Il me semble qu'il y a 3 éléments pour utiliser le 49.3. Le premier, c'est le retournement du discours du Premier ministre. Pour ne pas en arriver à dire j'ai dit quelque chose et je dis son inverse à 1 mois et demi d'écart, il faut que ce soit une 49.3 suppliée en réalité. C'est-à-dire, bon, les oppositions ne s'en sortent pas, je vois bien que la majorité en a besoin, donc je vais être obligé de concéder cette 49 alinéa 3. Et c'est donc tout ça qu'il faut installer. Et donc, vous l'aurez compris, deuxième temps, il faut que le PS admette de supplier. Et ça, ça risque d'être compliqué. Ce pourquoi, à mon avis, on peut imaginer les choses en 2 temps. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que la date du 31 décembre fasse vraiment peur au Parti socialiste et à son électorat. En revanche, la proximité des municipales, c'est-à-dire se dire, bon, si on a commencé à tarder à adopter le budget en janvier, puis en février, et qu'on est à 2 doigts du mois de mars, peut-être qu'un 49 alinéa 3 ultime au dernier moment pourrait se passer. Donc, toujours est-il que le 49 alinéa 3, c'est vraiment pas une unité, c'est une multiplicité. Il faut savoir lequel et quand, et ça change tout. C'est un peu ce qu'on évoquait. Donc vous êtes en train de me dire qu'on va refaire plusieurs débats sur l'article 49. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Thibaut Mullier, vous étiez sceptique face aux arguments, notamment de Sophie Coignard tout à l'heure. Non, pas sceptique, mais c'est juste que je me méfie du cadrage médiatique qui commence à éclore. Il y a une petite musique sur quelque chose, mais encore une fois, je suis nul en Paris, mais il y a une semaine, on était sur la loi spéciale. Donc déjà, je me méfie de ça, mais je comprends, hein, là, il y a un intérêt politique. Le premier élément, c'est aussi, je suis d'accord avec vous, je vous laisser dérouler vos arguments, mais il y a clairement, et alors on en prend notre part, nous journalistes, c'est aussi le jeu des politiques, un récit médiatique autour du 49.3 qui monte depuis une dizaine de jours. Et puis il y a une petite musique, Madame Borne dans Le Parisien qui dit les Français que je rencontre s'en moquent un peu du vecteur, Monsieur Lescure qui dit l'exact inverse. C'est assez intéressant. Non, le premier élément, c'est que, à mon sens, le 49.3 était un peu l'arbre qui cachait la forêt dans la victoire des socialistes. C'est qu'on avait un gouvernement qui n'était pas en capacité d'y recourir, et je crois qu'il n'est toujours pas en capacité d'y recourir sur le plan de la légitimité, pas d'un point de vue légal. Et ça posera, donc la problématique là du 49.3, c'est est-ce qu'on le pose une fois ou 2 fois ? Et si on le pose qu'une fois, c'est-à-dire en lecture définitive, quand l'Assemblée nationale donnera son dernier mot, c'est en prenant le risque que pour le PLFSS comme pour le PLF, parce que la question se reposera, c'est prendre le risque d'avoir un vote négatif ou une absence de vote à l'Assemblée nationale, et normalement, sur le dernier texte sur lequel se prononce l'Assemblée, c'est le dernier texte voté par elle, puisque la CMP n'a pas été conclusive. Donc ce sera un texte qu'elle a rejeté. Qu'est-ce qu'on va mettre comme amendement ? Est-ce que le gouvernement peut choisir les amendements avec l'article 49 alinéa 3 qui retient, donc ça laisse une petite marge. Oui, mais il aura une base textuelle qui sera le vote rejeté. Bon. Le deuxième élément, c'est que est-ce qu'il y a un intérêt, entre guillemets, à s'embêter avec un 49 alinéa 3, sachant que ça révèle des traumatismes à court terme, puisque sur un 49.3, sur un PLFSS, le dernier qui a eu lieu, il n'a pas été très heureux. Oui, mais est-ce qu'il y a un intérêt à s'embêter avec un 49 alinéa 3 si on ne peut pas envisager, mais il faut les négocier, un taux d'abstention suffisant, et donc là, tout l'enjeu, c'est de remobiliser le socle commun. Et c'est pas évident, parce que M. Lecornu n'a pas beaucoup d'autorité sur sa majorité. C'est pas le premier de la Ve République, mais là, c'est encore plus notable. Il l'a dit d'ailleurs dès les premiers jours, que c'était le plus faible Est-ce qu'il y a un intérêt à cela, ou à négocier suffisamment d'abstention, tout en faisant attention à ce que ceux qui voteraient contre, c'est-à-dire, j'imagine, RN, Ciottiste et LFI, au moins, voire les communistes, vu ce qu'ils disent, voteront sans doute contre. C'est peut-être moins coûteux politiquement que de recourir à un 49 alinéa 3. Et enfin, dernier point, voter un budget par 49.3, pas par 49.3, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Charlène, c'est le tropisme du régime parlementaire, c'est un peu le vote de confiance. Mais il y a un moment, il va falloir prendre le risque, ou prendre son risque, comme dit un président de la République en exercice. Et on va ressortir les calculettes, évidemment. Ça fait partie des accessoires indispensables des journalistes politiques. Alors, vous avez choisi pour votre éditorial, Anne-Charlène, de parler de ce grand retour de l'exécutif, finalement, dans la procédure budgétaire. Et oui, vous vous souvenez, au début du mois d'octobre, Thomas, nous avions eu les louanges de l'Assemblée retrouvée. Ce parlementarisme était rené de ses cendres, avec une nouvelle donne dictée par le Premier ministre.
c'était une rengaine d'ailleurs dans tout son discours de politique générale. Nous proposons, vous discutez, il vote, quelque chose dans cet ordre-là, qui était revenu près de 12 fois dans le discours. Et pourtant, comme on le craignait avec toutes les nouvelles méthodes qui ont échoué après le CNR, après les Gilets jaunes, etc., eh bien, cette nouvelle méthode pourrait à nouveau échouer et peut-être emporter avec elle le parlementarisme et le Parlement surtout. Emporter le Parlement, pourquoi et comment surtout? Alors d'abord parce qu'il me semble totalement impossible dans l'état actuel de ne pas recourir pour adopter le budget, c'est moins vrai du budget de la sécurité sociale, mais pour adopter le budget à une des procédures dites spéciales. Je vois mal comment l'Assemblée nationale qui va voter une chose, le Sénat qui va en voter une autre, la commission mixte paritaire qui va amener à ce que les deux ne se mettent pas d'accord dans un théâtre grandissant des revendications de chacun, avec une deuxième lecture qui amène à peu près à la même chose, avec peut-être même un point inédit, moi je l'envisage, qu'en dernière lecture, en dernier mot, l'Assemblée nationale ne parvienne pas à voter un texte qui lui convienne, une version à elle, une histoire qu'elle puisse raconter. Et là, eh bien, vous le connaissez, on en a parlé l'année dernière avec Michel Barnier, justement, le budget Frankenstein, c'est-à-dire celui dont personne ne veut plus réclamer la paternité, puisque, à force des amendements des uns et des autres, on ne le reconnaît plus au final. Et donc, ce qui est arrivé à Michel Barnier pourrait arriver à Sébastien Lecornu. Donc, vous me voyez venir, il faut en arriver à un moment où quelqu'un récupère le lead, récupère l'autorité, et qui ce serait? Eh bien, le Premier ministre, pourquoi pas? Étant donné que, déjà, il me semble que dans les réunions d'aujourd'hui, ce ne sont pas tout à fait les mêmes consultations qu'au début du mois. Regardez les déclarations de Maud Bréjon. Au fond, on a le sentiment qu'on invite un petit peu chacun des groupes à ranger sa chambre en disant il est temps maintenant d'aboutir sur tel et tel texte. Et donc, on voit bien que le Premier ministre pourrait en arriver, et on l'a dit d'ailleurs avec l'article 49 alinéa 3, à ce que ce soit le groupe socialiste qui lui supplie de recourir à l'arme de l'article 49 alinéa 3. Donc on serait vraiment dans un retour tout à fait grandiose du Premier ministre. Et encore là, je suis généreuse avec l'article 49 alinéa 3, parce que sans ça, c'est les ordonnances, c'est-à-dire un décret du Premier ministre, ou les lois spéciales, c'est-à-dire la reconduction du budget de l'année dernière, qui mettent tout le monde pas d'accord, puisqu'il n'y aurait plus les amendements de personne. Oui, effectivement, ça mécontenterait tous les partis politiques. Est-ce que ça arrange quand même les affaires de quelqu'un? Alors moi, je crois que ça arrange vous savez, Jupiter, Emmanuel Macron, qui nous dit sur l'antenne de RTL mardi dernier qu'au fond, ça n'est pas ses affaires. C'est au Premier ministre de trouver son consensus avec son Assemblée et que lui est au-dessus de tout ça. Il pourrait quand même supplier un budget au plus vite pour l'intérêt des Français. Rappelons-le, c'est l'arbitre national. Et puis, pourquoi pas rejeter la responsabilité sur le Parlement, puisque au fond, il a toujours été le chantre du dépassement depuis le 2017. Ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, ce sont les partis politiques. Donc, c'est leur faute à eux. Et alors, je suis même tout à fait généreuse si je dis qu'on pourrait évoquer l'article 16 avec cette idée de se dire au 31 décembre, eh bien, c'est moi qui prends le budget si personne n'y arrive. Bref, on le comprend donc, nos institutions de la Ve République ménagent toujours un retour de l'exécutif, si besoin en était. Et c'est heureux pour la continuité de la nation, mais ça dit quand même quelque chose d'un Parlement un peu en état de mort cérébrale tout de même, étant donné qu'il est incapable de prendre le volant, même quand on lui sert sur un plateau d'argent. Sophie Coignard, dans votre article du Point, vous parlez du syndrome du temple solaire qui frappe l'Assemblée nationale. Ben oui. Pourquoi? Oui, je trouve qu'on est dans une sorte de suicide collectif où, enfin, le vote de la première partie du projet de loi de finances était quand même quelque chose d'absolument surréaliste, c'est-à-dire à la fois en termes de morcellement, en termes d'irresponsabilité, c'est-à-dire ça mène quand même, in fine, à se dire, pour un certain nombre de formations politiques qui se disent responsables et de gouvernement, à des budgets qui seront forcément très, très différent de ce qu'elle revendique. Prenons le Bloc central. Le Bloc central, enfin, quand même, qui s'abstient sur le budget, c'est absolument surréaliste, et ça veut dire donc qu'il préfère laisser le choix entre une reconduction d'un budget à l'identique, ça, c'est la loi spéciale. La loi spéciale, avec donc un déficit qui serait bien supérieur à 5%. Donc c'était bien la peine de pérorer sur l'indispensable réduction du déficit budgétaire. Quant à la gauche du bloc central, l'autre solution, c'est de dire OK au budget que vont reboutiquer les sénateurs, et qui est un budget objectivement qui, en termes de justice sociale, pose quelques
quelques problèmes. Donc, en fait, on voit bien que si on part des deux extrémités de l'hémicycle, l'extrême gauche et l'extrême droite, il y a une espèce d'effet de domino qui s'est produit et qui a fait que personne n'a voulu prendre ses responsabilités. Et c'est quand même tout à fait frappant. Je ne veux pas, je m'en lave les mains. Je préfère ne rien faire. Et sincèrement, moi, je trouve aussi que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, avant tout, se conduit d'une manière très dangereuse pour sa légitimité. Rapidement, parce qu'il nous reste un dernier thème, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, notamment du carburant au 1er janvier. Ça va certainement intéresser nos téléspectateurs. Jean. Moi, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est le Parlement qui est responsable, le parlementarisme, ou est-ce que c'est pas ce qu'on appelait sous la 4ème République le régime des partis? Ce qui se passe, c'est qu'on a des partis politiques, confèrent des groupes parlementaires incapables, justement, de trouver cette culture de compromis, une responsabilité par rapport aux citoyens. C'est ça le vrai problème. Et pourquoi est-ce que ces partis sont incapables de trouver, justement, une solution de compromis? Parce qu'ils ont tous en ligne de mire l'élection présidentielle, d'abord les élections municipales. Donc, attention, ne nous trompons pas forcément de responsabilité. C'est pas le système parlementaire en lui-même qui est coupable. Non, mais ce sont les individus. C'est l'usage qu'on en fait. Voilà. Oui. Votre avis? Je nuancerais, je crois qu'il ne faut pas trop... en fait, si j'étais cynique, je chargerais surtout la barque du gouvernement. Il a eu un discours, Madame de Montchalin, qui dit « on est à la disposition ». Monsieur Laurent Lescure, qui dit donc dans votre précédente vidéo, le 49.3, vous déresponsabilisez tout le monde. Écoutez les prises de parole du gouvernement Borne surtout, au moment de l'adoption des budgets et de la réforme des retraites sur l'usage du 49.3 et le mot responsabilité, c'est l'exact inverse. En fait, on est en train de découvrir, et là le gouvernement a beau jeu de dire que c'est la faute des parlementaires, de la République des partis. Je ne dis pas que les députés ne sont pas responsables, mais en 2 mois, avec des délais aussi courts, c'est compliqué de créer du compromis. On est en train de découvrir que l'Assemblée nationale ne peut pas gouverner précisément sous la Ve République. Et on lui reproche de ne pas savoir gouverner. Mais elle n'a pas les moyens, elle part de 2 projets qui ne sont pas créés par elle. Je dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Le vote sur la partie 1 du PLF, il était quand même assez notable. Mais à la fin, il faut pas oublier que le gouvernement a une grosse part de responsabilité parce que c'est lui qui gouverne. Allez, comme promis, tout dernier chapitre, il y a un certain nombre d'augmentations des prix qui sont prévus, qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain. On parle d'énergie tout de suite avec Steve. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Thomas. L'énergie au cœur d'un bras de fer politique, on peut le dire. Oui, et c'est le RN qui est à l'offensive. Regardez cette vidéo publié sur le compte de Jordan Bardella, c'était vendredi. C'est le cadeau de Noël du gouvernement aux Français. Le Premier ministre a décidé par décret d'augmenter les taxes sur le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité. Cette hausse de 2 milliards d'euros, cette nouvelle agression fiscale interviendra dès le 1er janvier 2026, au cœur de l'hiver. Je refuse que vous soyez à nouveau les cibles d'un gouvernement incapable de faire les économies nécessaires dans la mauvaise dépense publique de l'État. Alors, on va rentrer dans le détail de cette déclaration. Question générale pour commencer, est-ce que Jordan Bardella a raison ou est-ce qu'il a tort? Effectivement, Thomas, les prix du carburant devraient bien augmenter l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Union française des industries pétrolières. Elle estime que les prix à la pompe devraient progresser de 4 à 6 centimes par litre à partir du 1er janvier 2026. Alors, l'autre affirmation du leader du parti Le Penny, c'est est-ce que c'est à la faute du gouvernement? Bercy a bien publié un décret au mois d'octobre. Il porte sur les obligations des entreprises sur les certificats d'économie d'énergie. Pour faire simple, chaque année, les entreprises qui vendent ou produisent de l'énergie, les fameux énergéticiens, Total Energy, EDF, Engie, doivent payer pour compenser l'impact environnemental de leur activité. En échange, elles reçoivent un certificat pour chaque opération financée. Elles doivent ensuite prouver à l'État qu'elles ont atteint un certain quota d'opérations chaque année. Thomas. Et donc, selon le décret publié par Bercy, ce quota, il va augmenter au 1er janvier. Une augmentation qui équivaut à plus 27% entre 2025 et l'année prochaine. Ça signifie que Total Energy, EDF ou Engie vont devoir financer plus d'opérations pour décarboner l'énergie. En conséquence, ces entreprises devraient répercuter cette hausse sur les consommateurs. Cet argent n'ira pas dans les caisses de l'État. Contrairement à ce qu'affirme Jordan Bardella, il servira à verdir notre énergie. Mais au final, ce sont bien les consommateurs qui devront mettre la main à la poche. Et les sénateurs pourraient venir
en aide aux consommateurs. Non, pour l'instant, c'est du conditionnel. Les sénateurs ont en tout cas voté ce week-end une baisse des taxes sur l'électricité. L'idée, c'est de réduire la fiscalité qui pèse sur cette énergie décarbonée. La mesure du Sénat pourrait se traduire par une baisse de 11 à 45 euros par an sur les factures d'électricité des Français. La baisse sera compensée par une augmentation des taxes sur le gaz, une énergie moins verte que l'électricité. Est-ce que le gouvernement suivra cette proposition? Au moment où l'on parle, la décision n'a pas encore été tranchée au gouvernement, Thomas. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. Je me tourne vers vous, Sophie Coignard, avec dans ce contexte de chaos politique. Moi, j'ai le sentiment que les arguments écologiques ou environnementaux, ils pèsent de moins en moins. Est-ce que vous le ressentez aussi ? C'est incontestable, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en ce qui concerne la vidéo de Jordan Bardella, on pourrait y ajouter une pastille vidéo surréelle faite par Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui... donc en direct d'une station-service pour la mise en scène, apostropher le gouvernement. Et effectivement, si vous voulez, le RN surfe terriblement sur cette idée que le pouvoir d'achat est leur combat numéro un, qu'on s'en prend toujours aux mêmes Français. Un lointain macroniste aurait dit ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel, c'est un peu l'idée. Et que, troisièmement, de toute façon, l'écologie, c'est un truc de gauche pour les bobos, qui détruit les paysages et pour lesquels on va bien trouver d'autres solutions. Donc, si vous prenez ce mix, vous en arrivez à ce mélange assez redoutable de vérité et de contre-vérité. Autrement dit, ça n'est pas le gouvernement français qui prend cette décision, puisque c'est une transposition d'une disposition européenne, me semble-t-il. Deuxièmement, c'est quand même assez incroyable que M. Bardella ou M. Tanguy s'en prennent au gouvernement et pas aux énergéticiens. Parce qu'après tout, les énergéticiens peuvent décider d'absorber, d'amortir une partie de cette... ce qui n'est pas une taxe, en fait, du coup, de ce certificat. Ils peuvent décider d'en absorber une partie et de n'en répercuter qu'une partie sur le consommateur. Donc, qui va batraquer, en vérité, les consommateurs d'énergie à partir du 1er janvier? Ce sont les énergéticiens, c'est pas le gouvernement. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question... Vu le contexte de défiance vis-à-vis de tout ce qui est écologique, le RN s'engouffre dans la brèche et demi-mensonge et demi-vérité font finalement une communication extrêmement efficace. Ouais. Surtout avec le brouillard qui entoure toutes les mesures qui peuvent être annoncées, détricotées, et puis qui sont extraordinairement techniques. Et qui sont assez techniques. Anne-Charlène. Justement, tout est faux. En réalité, dans la vidéo. Et je pense que c'est important de le dire juridiquement. Ce n'est pas un impôt, puisque précisément, c'est une somme qui sera potentiellement répercutée sur le consommateur. Ce n'est pas le gouvernement qui décide, puisque, comme on l'a dit, ce sont les énergéticiens qui peut-être répercuteront. Ce n'est pas une décision d'augmentation, puisque cette décision n'est même pas encore prise, elle résultera peut-être des effets du certificat. Et ce n'est pas le sens de la directive européenne. La directive européenne, justement, ajoute de nouveaux éléments dans les obligations des énergéticiens pour verdir encore l'économie, mais elle le dit, les États ayant déjà une taxe carbone pourront justement le financer par une baisse de la fiscalité sur les ménages. Donc, a priori, l'Europe incite plutôt à essayer de baisser sur les ménages. Donc, tout, en réalité, dans cette déclaration, repose uniquement sur le sentiment et sur, il me semble, un vivier de défiance, finalement, qui est assez présent dans la population et qui consiste à se dire on cache des choses, on ment et tout est fait, justement, pendant qu'on ne nous écoute pas. Allez, 30 secondes pour conclure. Juste pour dire qu'Anne-Charlène vient de définir ce qui a fait le succès du populisme, non seulement en France, mais en Europe. Et évidemment, c'est quelque chose qui joue sur l'émotionnel, mais il faut se souvenir quand même que la taxe sur les carburants, c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui a déclenché la crise des Gilets jaunes. Ce qui veut dire que M. Bardella, en surfant là-dessus, et même si on prend l'idée que c'est la transmission d'une directive européenne... ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas du tout. Au contraire, ça ne fait qu'alimenter cet anti-européisme
de ses électeurs. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé à ce débat. Sophie Coignard, votre livre « Arbres en danger, enquête sur un carnage végétal », je le conseille à nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est aux éditions Très Daniel. Jean Garrigue, Les avocats de la République. Merci à vous et c'est aux éditions Odile Jacob. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.